Bonsoir, bienvenue sur ce plateau pour le grand débat de ce second tour des municipales 2020. Nous terminons ce soir une série entamée il y a 10 jours avec 14 débats dans 14 communes de notre région. Ce soir, place donc à la plus grande, Limoges, avec un duel très attendu. Avant d'en parler avec les candidats, je vous propose de regarder quelques chiffres et notamment ceux du premier tour. C'était, souvenez-vous, le 15 mars. Et donc sur ce plateau, nous retrouvons les deux candidats encore en lice. Émile Roger-Lamberti, bonsoir. Vous êtes maire sortant, tête de liste Limoges au cœur, soutenu par les Républicains, le MoDem ou encore l'UDI. Face à vous Thierry Miguel, bonsoir. Vous menez une liste de gauche citoyenne, sociale, écologiste, liste dont le slogan est pour des jours heureux, soutenu par le Parti socialiste, le Parti communiste ou encore le Parti radical de gauche. Votre liste qui n'est donc pas soutenue par celle d'Europe Écologie Les Verts, menée par Bernard Drobenko, qui avait réuni un peu plus de 9% des suffrages au premier tour. Dimanche, pour l'emporter, il faudrait que vous fassiez le plein des voix à gauche. Pourquoi ne pas avoir trouvé un accord avec les Verts ? Notre liste est une liste de large union, enfin, comme vous venez de le dire, en fait, Parti socialiste, Parti communiste, Parti des radicaux de gauche, et surtout, en fait, et pour la première fois à Limoges, 28 personnes qui sont issues de la société civile, pour la plupart, n'ont jamais eu cet engagement-là. Je crois que c'est important, un dynamisme, beaucoup de jeunesse, et donc cette volonté commune de travailler ensemble pour faire l'union des électeurs, parce que je pense qu'il faut dépasser les clivages politiques, les arrangements d'appareil. Les électeurs n'auraient pas compris les simples arrangements d'appareil. Nous voulons trouver l'union des électeurs. Et pour ceci, nous avons mis en place un travail très participatif durant cette campagne que nous allons pérenniser, je l'espère, très rapidement. Et que Bernard Drobenko n'est pas appelé à voter pour vous, ni Daniel Soury non plus, ce n'est pas préjudiciable ? Comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas d'arrangement d'appareil. On veut faire l'union des électeurs et nous sommes une liste de gauche rassemblée avec une vision écologiste, une vision démocratique, une vision sociale. Et contre nous, nous avons une vision de droite conservatrice. Le débat est très simple en fait. Une droite conservatrice contre une gauche progressiste. Je crois que maintenant, nous sommes dans une ville de basket. Il y a eu des éliminatoires qui ont été faites au premier tour. Là, nous sommes dans une finale. Nous allons jouer le match jusqu'à la fin et le Money Time peut payer. Émile Roger-Lamberti, dans cette finale, est-ce que vous allez l'emporter facilement ou le fait qu'il n'y ait pas de front commun face à vous ? Bon, vous savez, je crois d'abord qu'il faut rappeler quelque chose aux gens un peu trop présomptueux. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une liste dans laquelle il y a une large majorité de représentants de la société civile, puisque c'était déjà le cas en 2014 et que c'est encore le cas dans ma liste ce tour-ci. La deuxième chose, c'est que dans ce vaste mouvement que vous décrivez d'adhésion et d'ouverture de la liste que je conduis, il y a aussi CAP 21, il y a aussi des membres issus des 55 citoyens, et c'est une liste d'hommes et de femmes qui ont des compétences. C'est faux pour les 55 citoyens, je suis désolé de vous interrompre. C'est votre habitude, je suis désolé de l'apprendre, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Il ne faut pas faire tromper les électeurs. La liste 55 citoyens pour Limoges est avec nous et pas avec vous. Il y a 2 personnes de cette association avec nous. Désolé de vous avoir recoupé, j'en suis désolé. Je prends vos habitudes, je suis désolé. Nous en avons une. Et la deuxième chose, c'est que le Parti radical qui est unifié, et il n'y a pas de radical de gauche aujourd'hui, il y a un Parti radical Guillaume Lacroix est le président du Parti des radicaux de gauche. A appelé à voter pour la liste Lamberti. Après, vous savez, ce qui m'intéresse moi, c'est que l'anagramme de maire, c'est aimer. Je suis médecin, je suis maire, j'aime les gens.
J'aime les gens et j'aime le service que l'on donne à la population. Ce qui m'intéresse, c'est d'être représentant d'une ouverture progressiste et d'une ouverture et d'un dynamisme pour amener Limoges vers 2030. Nous l'avons commencé, nous le continuerons. Nous projeter vers 2050, de telle manière que nous puissions avoir un véritable élan écologico-humaniste. Vous savez, pas de l'humanisme de discussion, de l'humanisme où les personnes réelles, concrètes, sont prises en compte dans leur diversité, leur réalité, leur grandeur et leur vicissitude. On va revenir sur votre programme très rapidement, juste pour informer nos téléspectateurs. Vous avez fait une chute, je crois que c'est pour ça que vous avez le bras avec une attelle. Rien de grave? Alors, très rapidement. C'est un accident du travail dans les escaliers de la mairie à l'occasion d'un travail très intéressant pour le Ségur de la santé où j'étais en train d'expliquer, où j'avais demandé à ce qu'on augmente les professionnels de santé, à la fois infirmiers, aides-soignants, techniciens, etc., qu'on les augmente de 200 à 300 euros et qu'on augmente les médecins qui travaillent à l'hôpital et qu'on ait une organisation de santé digne de ce nom de santé publique. Merci pour cette réponse un peu trop longue. Allez-y, Thierry Miguel. Vous voulez répondre à Émile Roger-Lamberti? Oui, je vais répondre parce que le premier terme employé, je crois que M. Lamberti a l'habitude, c'est présomptueux. Alors je ne vois pas où est la présomption. C'est vrai qu'il a toujours une difficulté en fait avec l'opposition. Si je me souviens bien, lors du dernier conseil municipal, il a alors entre guillemets, il a dit à M. Bernard Vareille, qui est mon ami, en fait, que sous Pétain, il aurait sans doute voté les pleins pouvoirs. Et donc, cet aspect négatif, en fait, ce qui vous caractérise, en fait, M. Lamberti. Et je suis désolé de vous le dire comme cela, et c'est un de vos adjoints qui l'a encore dit ce matin, M. Agnu, au conseil départemental, qui a décidé de quitter votre groupe politique parce que justement, il ne se retrouvait plus dans la méthode. Et je vais vous dire, M. Lamberti, cette semaine, à plusieurs reprises, il y a des personnalités de droite, des gaullistes de gauche qui n'auraient pas supporté, en fait, M. Bellamy quand il est venu à votre dernier meeting, qui n'auraient pas supporté M. Vauquier. Donc, écoutez, je pense qu'il est important, il faut parler, laissez-moi finir, parce que je sais que vous avez un problème avec l'opposition, vous avez ce que j'appelle, enfin les psys, vous avez dit que vous êtes médecin, donc vous le savez mieux que moi, je pense que vous avez un trouble de l'opposition en fait, parce que ce trouble de l'opposition fait que dès que vous êtes contredit, ça vous met en difficulté, ça vous agace. D'ailleurs, vous avez été condamné pour ne pas avoir respecté les droits de l'opposition, vous m'avez dit que ce n'était pas vrai, j'ai vérifié, je suis quelqu'un de précis, j'ai vérifié, 17 juillet 2016, cour d'appel de Limoges, confirmé. On va laisser Émile Roger-Lamberti voilà. Mais vous pouvez répondre. Alors, j'ai été condamné effectivement pour avoir coupé le micro à M. Reillac, qui venait de me tenir un discours d'1h30 sur la tonalité de celui que vient de me tenir M. Miguel, et je ne le regrette pas du tout. La deuxième chose, puisqu'on m'envoie des amis à la figure, qu'est-ce que vous voulez? Vos amis, Hollande, il est gentil garçon, il a supprimé la capitale régionale à Limoges, et il a supprimé d'un trait de plume la LGV. Donc, Monsieur Miguel, nous ne sommes pas responsables de nos amis les uns les autres. Quant à ce qui concerne le gaullisme, je vais vous dire, j'apprécie De Gaulle parce qu'il avait, depuis longtemps, pris conscience qu'un certain nombre de gens de gauche qui se présentaient comme des gens sociaux n'étaient pas du tout de gauche parce qu'ils n'avaient rien de sociaux. On va avancer dans le débat, on va aller dans le concret. Cette élection municipale a été interrompue pendant près de 3 mois à cause de cette épidémie, d'une crise sanitaire. Les maires sortants ont-ils bénéficié d'une plus forte visibilité pendant ces 3 mois? Est-ce que selon vous, Émile Roger-Lamberti, vous avez pu profiter de cette présence, de cette exposition? Oui, pour être insulté, pour être vilipendé et en même temps pour être remercié par nos concitoyens, être remercié d'être à leur côté, d'être à leur écoute, d'être présent avec eux, être remercié par nos conseils de quartier en termes de démocratie participative, parce qu'à partir de là, nous avons pu faire évoluer les choses. Vous savez, hier, j'avais mon ami Jean Rotner au téléphone. Nous sommes en train Le président de la région Grand Est. Oui, je souhaite que nous ayons
une réception d'un certain nombre de médecins et d'infirmiers et d'aides-soignants qui ont été au premier plan avec leur famille pour relancer le tourisme. C'est, quelque chose qui soit pour les récompenser, où nous ayons une attitude positive. Et il me disait, je tiens à te féliciter pour avoir donné des masques FFP2 à ceux qui étaient face à la maladie et qui n'en avaient pas, parce que nous avions commencé à soigner sans avoir ces masques. Donc on a eu une exposition à la fois difficile, compliquée. Nous avons été critiqués, mais ça c'est la vie. Thierry Miguel, est-ce que la gestion de la crise sanitaire a été satisfaisante selon vous à Limoges? Est-ce qu'elle a été efficace? La gestion d'une crise, en fait, révèle beaucoup plus de choses qu'en temps réel. Nous vivions déjà à Limoges dans une difficulté sociale, dans une difficulté environnementale, dans une difficulté démocratique. Surtout la difficulté sociale, d'ailleurs, Monsieur Lamberti parle d'écoute. Je crois qu'effectivement, c'est très important. Un maire doit écouter. Hier, j'étais à Emmaüs, Emmaüs, comme la Banque Alimentaire, sont des associations qui ont beaucoup travaillé pendant cette période de crise et qui n'ont eu aucun soutien, qui n'ont même pas eu un appel. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, Monsieur Lamberti, que pendant tout votre mandat, ni vous ni un de vos adjoints n'avez pris la peine d'aller au Secours populaire, alors que le monde associatif, que je remercie, là, je tiens vraiment à remercier le monde associatif, ainsi que les commerçants, ainsi que tous ceux qui ont continué à travailler pendant cette période. Et je crois que c'est important parce que au-delà de la communication, des actions de communication, moi je n'ai pas voulu polémiquer pendant la période de crise parce que je sais ce que c'est que gérer une crise. J'étais chef d'état-major de la police judiciaire, j'ai géré des crises notamment en période d'attentat et je pense qu'il faut laisser faire les choses. Je n'ai pas polémiqué sur la gestion des masques, mais par contre ce que j'ai pu me rendre compte c'est qu'il y avait plus d'actions de communication, de choses qu'on aurait pu faire bien avant, que vous auriez pu faire au cours des 6 ans qui n'ont pas été faites. En tout cas, cette épidémie va sans doute faire évoluer la société. Elle a peut-être fait modifier vos programmes. Est-ce que justement vos programmes ont évolué, des idées nouvelles ont peut-être surgi suite à cette crise sanitaire? Émile Roger-Lamberti, il y a une grande mode sur les déplacements doux, la mobilité douce? Très honnêtement, je vais vous dire, cette crise a révélé au moins une chose, c'est que tout le travail que nous avions fait, que ce soit au sein de la ville de Limoges, avec le plan de déplacement urbain, le schéma des mobilités urbaines, et avec l'agglomération, a pu être mis en place un peu plus vite, notamment pour tous les déplacements doux. Et là, je dois rendre hommage à Drobenko parce qu'il nous a glissé une idée que nous avions dans la tête et que nous avons accélérée, c'est celle des 2 grands axes traversant Limoges. L'autre point, c'est la zone de tampon et la zone de rencontre pour la population. Nous avons commencé la piétonnisation. Là, nous l'avons accentuée et accélérée en mettant une zone 20. Sinon, pour tout le reste, tout ce qui est la mise en œuvre du programme que certains appellent écologique, que moi j'appellerais développement durable, et qui est indispensable pour les villes modernes, qui est indispensable pour l'environnement de l'homme, et qui est indispensable pour la survie de l'humanité sur la planète, nous l'avions mis en place, et bien sûr nous allons l'accélérer, et ça montre que nous avons raison. Dernier point, ça montre que nous avions, en termes de dynamique économique, pensé qu'il fallait renforcer absolument le poids de la communauté urbaine et de chacune de ces 20 communes au sein de la mise en œuvre d'une agence de développement et d'agence de l'innovation pour promouvoir l'emploi durable sur notre territoire, eh bien oui, là, ça montre qu'il faut le faire parce que nous allons avoir une crise sociale majeure. Je reviens sur les déplacements doux, ce qu'on a vu fleurir il y a depuis quelques jours à Limoges, ces axes bus, vélo, place d'Aisne, devant le musée Adrien Duboucher, boulevard Gambetta. Ce sont des axes qui avaient été calculés, travaillés. Parce qu'ils sont arrivés tout d'un coup, comme ça, entre les deux tours? Ils sont arrivés rapidement, après 6 ans de travail. Non, Thierry Miguel, ces pistes qu'on a vu apparaître, je sais que sur les réseaux et de concertation. Sur les réseaux sociaux, certains de vos colistiers critiquent ces nouveaux aménagements. Ce ne sont pas mes colistiers qui critiquent. En fait, quand on écoute, parce que encore, je le répète une fois encore, je crois qu'un maire doit d'abord écouter. Quand on va à la rencontre des commerçants, quand on va à la rencontre des usagers, on voit bien que cela pose des difficultés. Parce qu'en fait, sur les mobilités, il y a une politique globale à avoir. Il faut réfléchir à la fois sur les personnes qui sont en difficulté de mobilité. Il faut penser aux piétons, il faut penser au vélo, il faut penser aux voitures, il faut penser au bus. Donc il faut avoir une vision assez globale de ce que doit être les transports au sein d'une ville. Ce n'a pas été le cas. Limoges est une ville faite pour les vélos, avec
des montées, des descentes? Nous, dans notre programme, en fait, vous avez sans doute lu notre programme. Je l'ai sous les yeux. Vous l'avez. Ce que l'on propose, c'est de tripler en fait le nombre de pistes cyclables. Alors ça, c'est au niveau de l'agglo que ça peut se faire. Donc bien sûr, il faut faire cette proposition, mais cela va au-delà en fait des pistes cyclables. Il faut qu'il y ait un travail. Il faut également qu'on puisse permettre aux gens d'acheter des vélos, et il faut qu'on permette de louer des vélos. Et donc il y a tout ce travail qui doit être fait. Mais je voudrais quand même revenir sur une chose. Je pense que M. Lamberti a une mémoire très sélective parce qu'il me parle de mes amis François Hollande. Moi, je le ramène à son ami Nicolas Sarkozy sur une chose très très simple. Amis que nous pouvons, vous avez effectivement, mais moi je préfère choisir mes amis. Moi, je suis dans la pensée, si vous voulez, de Pierre Mendès France et pas dans celle de M. Bellamy ou de Nicolas Sarkozy ou autre. Pour moi, c'est deux familles totalement différentes. Je vous ai précisé quelles étaient mes références philosophiques. Vous appartenez au parti Les Républicains. Je suis désolé. Et alors, c'est un parti. Je n'ai pas le droit d'être libre dans ma pensée et de l'articuler là où je veux. Mais au contraire, je vous renverrai à Platon, je vous renverrai à Socrate et je vais vous dire. Je vous renverrai aussi à René Char. Regardez bien vos notes, parce que moi je n'ai pas besoin de notes, parce que là vous allez parler de René Char que je connais. Est-ce qu'on peut revenir à du concret? Et je vais vous dire pourquoi. Je voudrais juste terminer. Laissez terminer parce que Monsieur Lamberti regarde ses notes là pour citer René Char. Alors moi j'ai promis pendant la campagne de ne pas citer René Char parce que moi j'adore la poésie. C'est pas vrai. C'est terrible. Vous voyez, nous partageons les mêmes plaisirs. Je ne suis pas certain de cela, mais bon, peu importe. Et surtout, René Char dit qu'en fait, surgissent des mots, nos idées et nos intentions. Et quand je vous entends parler, je vois bien vos mots, ce sont des mots de droite, mais vous avez le droit, c'est républicain, je n'ai aucun avis contre, et on voit bien les intentions. Et moi, qui écoute et lis René Char tous les jours, je vous assure que j'ai vraiment envie d'aller vers mon risque, et mon risque, c'est justement la vie politique. Elle est faite de contradictions, cette vie politique. Je sais que vous avez de la difficulté avec ça, je ne veux pas le répéter. Le trouble de la contradiction, je sais ce que c'est, vous devez savoir mieux que moi ce que c'est. On va revenir, si vous voulez bien, comme sur du concret, puisque nos téléspectateurs, je pense qu'ils ont envie de savoir du concret, de savoir ce que leur ville va devenir. Je reviens sur les vélos. Les aménagements qui ont été faits là récemment dans le centre-ville, ils sont faits pour durer. Par exemple, place d'Aisne, parce qu'on imagine qu'il va peut-être y avoir des embouteillages à la rentrée. Je dis et je répète, quelle que soit l'équipe qui sera à la gouvernance de la ville, nous avons travaillé avec la ville et l'agglomération sur les plans de déplacement urbain et les schémas des mobilités urbaines. À partir de 2019, simplement, parce que vous avez fait perdre 10 000 euros par habitant et par jour pendant 5 ans. Voilà, désolé. Allez-y. Je prends vos habitudes, je suis désolé. C'est vous qui donnez la parole, en plus. Écoutez, prenez-la. Émile Roche-Lamberti, enchaînez. Donc, ces travaux ont été faits et nous nous sommes saisis de l'actualité du confinement pour accélérer leur mise en œuvre, la préparer, l'accélérer et la mettre en œuvre. Je dis et je répète que ça doit être expérimental. On le teste sur une année et on regarde, et je l'ai dit en plus, avec les 55 citoyens, un certain nombre de grands axes, avec un certain nombre de grands axes de développement de cette ville et de grands programmes devront être soumis à l'avis de la population, les concertations de quartier et tout, les usagers avec Véli-Vélo, avec lesquels nous travaillons, et avec l'avis de 55 personnes tirées au sort qui nous donneront leur point de vue global. Et à partir de là, avec l'agglomération, puisque ça se travaille avec l'agglomération, le plan de déplacement urbain, eh bien, nous prendrons les décisions définitives. Mais nous allons vers des choses définitives parce qu'il faut bien que les déplacements doux soient enfin dans cette ville, valorisés, du vélo et protégé du piéton, du vélo et du transport en commun pour toute la communauté urbaine, organisé, coordonné avec le département et organisé, coordonné avec la région. Du vélo et du piéton. Dans vos programmes, vous parlez beaucoup des piétons. Juste, il avait 6 ans. Enfin, vous aviez quand même 6 ans pour le faire, mais juste quand même sur la démocratie participative, qui est vraiment ce que nous avons le plus au cœur. Vous avez parlé des conseils de quartier. Alors, je sais, vous avez cité François Hollande. C'est la loi Benoît Hamon. C'est pas vous qui l'avez inventée. Ça a été mis en place. C'est une loi qui a permis de mettre les conseils de quartier. Je suis désolé, moi je n'ai aucun héritage à assumer, si ce n'est le vôtre. Votre héritage, qui sera d'ailleurs aussi l'héritage des comptes. On en reparlera en 2019. Moi je pense sincèrement qu'en 6 ans,
vous avez fait le tour de force, enfin, c'est quand même extraordinaire, d'être à la fois l'homme du passé et l'homme du passif. Vous voyez, je connais bien mes références. Ah, Giscard d'Estaing. Non, pas du tout. C'est François Mitterrand. Alors, on va continuer. Je parlais des piétons, parce que dans vos programmes respectifs, vous mettez beaucoup en avant la piétonisation du centre-ville. Thierry Miguel, vous voulez faire une rue piétonne, en gros, de la place d'Aisne à la place Haute-Vienne. Vous voulez mettre la place Denis-Dussopt piétonne le week-end. C'est réalisable. Non, mais j'aimerais qu'on m'explique. Je veux une explication concrète. Laissez Thierry Miguel répondre sur cette piétonisation de l'hypercentre. La concrétisation, elle est très simple. En fait, je crois qu'il y a un besoin de piétonisation. C'est un axe qui a été développé. Alors, ça a été développé avant vous l'avez un petit peu continué. Ça, je n'en disconviens pas. Je crois qu'il faut aller encore plus loin. Je crois que c'est dans votre programme et nous sommes d'accord là-dessus. Je crois qu'il faut piétoniser de manière partielle la place Denis-Dussopt le vendredi soir et le samedi soir, parce que j'ai discuté avec les commerçants sur les terrasses, tout ça, et bien, je peux dire, parce que le centre-ville, c'est important en fait qu'il y ait ce commerce au sens noble du terme, cette rencontre des personnes avec de la culture, c'est ça la vie d'une ville. Et d'ailleurs, nous voulons aussi qu'il y ait plusieurs centres, et ces centres, ils doivent être reliés en fait par la piétonisation. Donc la piétonisation, bien sûr, partielle de la place Denis-Dussopt, la place des bancs. Je crois que vous voulez le faire aussi, mais je pense que vous avez regardé vos notes parce que vous avez copié des choses sur moi déjà, notamment sur la police de proximité, parce que j'avais jamais entendu le mot proximité accolé au mot police. Mais je suis désolé. Je crois que c'est la réalité en fait, Monsieur Lamberti. Mais allez-y. Allez-y, répondez. Non, je n'ai rien à répondre à ça. Donc, je continue sur la piétonisation. Donc, si le centre-ville devient de plus en plus piéton, quid par exemple des voitures? On sait par exemple le matin à Limoges, énormément de gens arrivent des communes environnantes, de Panazol, de Fétia, de Saint-Junien et d'ailleurs. Ces gens qui arrivent en voiture, à un moment, vous allez les mettre où? Est-ce qu'il faut créer de grands parkings relais à l'entrée de la ville? Quelle est votre politique? Tout par cœur. Non, je ne sais pas tout par cœur, mais je crois que j'ai travaillé. Parce que la différence, quand même, entre M. Lamberti et moi, c'est que moi, j'ai l'humilité de penser que moi, je ne sais pas tout, et loin de là. Loin de là. Par contre, j'ai la chance d'avoir une équipe dynamique autour de moi, avec des compétences, des chefs d'entreprise, des gens qui ont beaucoup travaillé dans le monde associatif. Vous parlez de Vélo. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Juste entre parenthèses, la concertation, ce n'est pas convoquer des personnes, leur présenter un projet et ensuite leur dire voilà, vous pouvez à la limite changer 2-3 choses. Non, c'est pas ça la concertation. Mais en fait, attendez, c'est un travail. Mais moi je vous explique juste ce que c'est que la démocratie participative. Expliquez-moi comment vous faites la démocratie participative, parce que vous me prêtez en permanence des intentions que je n'ai pas et des pratiques que je n'ai pas. Alors je vais vous dire très honnêtement. En matière de démocratie participative, il y a quelqu'un ici qui sait ce que c'est qu'un conseil de quartier, et je ne lui demanderai pas d'en parler, il l'a vécu. Les conseils de quartier, nous les avons mis en place. Avec la loi Hamon. Mais nous les avons mis en place, ils n'y étaient pas. Obligés. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas eu lieu, ils ont eu lieu. Bien sûr, mais je vous en félicite d'ailleurs d'avoir appliqué la loi. Ils ont eu lieu. C'est très bien. La deuxième chose, c'est que systématiquement, pour tous les projets qui ont été mis en place dans la ville et depuis 2014, ça a commencé par la couleur des pavés et des rues piétonnes, ça a continué par l'ensemble des grands projets de la place de la République, projet des bords de Vienne, où nous avons même demandé à un groupe de jeunes spécialistes de Limoges que nous avons aidés à se former en collectif, à travailler avec nous sur la réflexion comment ils voyaient les bords de Vienne. Donc la démocratie participative, nous la pratiquons. Après, qu'il y ait des modifications apportées, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quelles modifications vous souhaitez apporter à cette démocratie participative. Moi je l'ai faite, je l'ai mise en œuvre, je l'ai promue. Je promeux quelque chose de différent parce que l'idée de Marie de Ferluc est une idée intéressante. Je crois à sa complexité et je vais même plus loin. Nous avons lancé avec l'université et la faculté de droit une réflexion sur les modalités possibles de la démocratie participative et que nous regardions comment nous pourrions la faire évoluer. Donc, voilà. C'est quand même assez drôle parce qu'en fait... Allez-y, puis on va revenir sur du... Oui, je crois qu'il faut revenir sur du concret, mais bon, de toute façon, je crois que les électeurs, les électrices pourront consulter les documents qui sont à leur disposition, les projets qui sont très clairs et très précis. Simplement, j'aimerais quand même rappeler une chose, là, parce que M. Lamberti vient de citer de nos concurrents au premier tour, M. Drobinko, Mme de Ferluc, parce qu'il espère peut-être que... Non, bizarrement, vous n'avez pas cité M. Vincent Gérard. Et je me rappelle très bien, parce que je l'ai revu récemment en fait du débat de 2014, vous étiez 3,
Et il y avait une espèce de front commun contre M. Rodet à l'époque, entre vous et M. Vincent Girard. Pas en politique. Mais vous n'étiez pas en politique, ça ne vous concerne pas. Moi, j'étais un spectateur. Non, ça ne vous concerne pas. Je ne peux pas laisser dire ça. Vous ne pouvez pas d'un côté dire une chose et dire son contraire. Non, mais c'est pas parce que je ne suis pas dans la vie politique que je ne suis pas un spectateur de la vie politique. Je pense qu'il y a un moment où il faut être spectateur et un moment où il faut être acteur. Je pense que l'engagement, moi j'ai travaillé pendant 35 ans au sein de la police judiciaire, je pense qu'il est important dans une vie, comme vous l'avez fait d'ailleurs, hein, vous avez été médecin, moi je trouve que c'est très bien. Je pense qu'il n'y a pas de professionnel de la politique, et vous comme moi, on sait très bien qu'on a eu d'autres métiers, qu'on sait faire d'autres choses, et que c'est important et que ça peut amener un souffle nouveau à la vie politique. Et donc on peut passer du rôle de spectateur au rôle d'acteur, et ça, monsieur, ça s'appelle l'humilité. C'est la capacité qu'on a à observer les autres. Thierry Miguel, on a parlé du centre-ville, je voudrais qu'on parle un peu aussi des quartiers, ils sont nombreux à Limoges, hein, Beaubreuil, la Bastide, le Val-de-Norance et bien d'autres. Vous en parlez beaucoup dans votre programme, Thierry Miguel, ces quartiers. Est-ce que des choses insuffisantes ont été faites au cours des dernières années, selon vous? Que faudrait-il améliorer pour ces quartiers, des quartiers qui ne votent pas forcément beaucoup, d'ailleurs? Oui, mais je crois qu'il faut aller au-delà, en fait, on ne va pas aller à la course au vote. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'avenir. Ce qu'on veut faire de Limoges dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voire pour plus, ces quartiers. 2050. Mais pour ces quartiers, pour revenir à votre question précise, je crois qu'il y a une chose qui est essentielle. C'est le respect qu'on doit à chacun des habitants de ces quartiers-là. Ce que l'on peut leur donner aussi très simplement, et c'est ce que moi je veux faire avec ce changement de méthode, c'est le lien qui est nécessaire. Je vois qu'il y a des images d'un quartier que je reconnais, puisque j'y étais également hier en même temps, et je pense que ces quartiers, ils ont vécu la crise dans la grande difficulté. Vous savez, hier, quand j'étais dans le quartier de Beaubreuil, j'étais donc à Emmaüs, et devant l'entrée d'Emmaüs, alors comme vous n'y avez pas été, vous ne le savez pas, il y a une fresque, en fait, il y a une petite fresque qui représente la piscine qui avait été détruite, la piscine de Beaubreuil, sans concertation. Et moi, ce que je me dis, c'est que cet été, ça va être très difficile parce que la vie sociale, la vie économique, elle va être dure pour tout le monde. Cet été, ça va être très compliqué. Tout le monde ne pourra pas partir en vacances et donc il va falloir vraiment travailler. Nous, on est prêts à travailler dès la semaine prochaine à ce projet-là, permettre pour les quartiers. Après, moi, j'aime pas trop le terme quartier parce que tout le monde a droit au même respect. Un maire écoute, un maire concerte, un maire agit, quel que soit le quartier dans lequel les personnes habitent. Monsieur Lamberty, sur les quartiers, sur les 6 prochaines années, qu'est-ce que vous voulez améliorer, faire encore ? Alors, attendez, 2 choses. En ce qui concerne la vie dans les quartiers aujourd'hui, moi, je n'ai pas soutenu une manifestation qui a fait brûler une antenne mairie. Ça, moi non plus, monsieur Lamberty, ce n'est pas mon... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne les quartiers cet été, nous avons un programme qui est un programme d'animation, d'activité, de soutien scolaire, de pratique des sports, comme jamais il n'y en a eu dans cette ville les années précédentes. Ce n'est pas vrai. Pour plusieurs raisons. Une des raisons majeures est que la plupart des gens qui partaient autrefois de ces quartiers dans les pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents ne pourront pas partir du fait de la fermeture des frontières. Et que les programmes aujourd'hui sont prêts avec les embauches qui sont faites pour les animateurs et les activités. La deuxième chose, en ce qui concerne la vie des quartiers. Nous sommes arrivés, 2014, la bâtisse devait être terminée, elle n'était pas terminée. Nous allions perdre des dizaines de milliers d'euros, des dizaines de millions d'euros de subventions. Nous avons demandé à l'ANRU de reporter et de nous aider à construire... L'Agence nationale de rénovation urbaine. L'Agence nationale de rénovation urbaine, de nous aider à terminer la rénovation pour faire de ce quartier un quartier qui prenne en compte une diversité et un parcours résidentiel. Là-dessus, nous avons travaillé avec l'agglomération et avec l'État à la rénovation de Beaubreuil et à la rénovation de la ZUB de Laurens. En ce qui concerne les transports, je suis pour que nous ayons des grands parkings relais à l'extérieur de la ville, d'abord pour sortir tout ce qu'il y a au parking Churchill, les 1200 bus qui passent en pleine ville et qui la polluent, et puis en plus pour renforcer l'attractivité et renforcer le fonctionnement des transports en commun sur la communauté urbaine. Alors on parlait des quartiers... Donc les quartiers, je termine là-dessus. Contrairement à ce qui a été dit, nous avons investi des 78 millions d'euros en 6 ans pour les écoles, dont 30 millions d'investissements. Nous avons 20 millions, programmé déjà, nous avons 20 millions d'investissements supplémentaires prévus dans les écoles, mais nous avons
40 millions de prévus pour refaire les 4 groupes scolaires, 2 à Beaubreuil et 2 à la ZUP de Laurens, avec un financement fléché de la part de l'ANRU. Je suis monté défendre personnellement ce dossier à l'ANRU et ils me l'ont fléché. On l'aura compris. Un mot sur un autre quartier, celui de la place Carnot, avec la caserne Marceau. On en parle depuis des années de ce quartier. À une époque, on voulait en faire des bureaux avec une éventuelle arrivée du TGV. On sait que maintenant que le TGV, sans doute, n'arrivera jamais à Limoges. Vous avez un grand projet sur la caserne Marceau ? Alors nous, le projet qu'on va porter pour la caserne Marceau, ce sera vraiment le projet de la mandature, en fait, puisqu'en fait, il répondra à l'action démocratique, puisqu'il y aura une concertation, une appropriation par l'ensemble, parce que c'est ça, en fait, la démocratie participative, il faut qu'il y ait une appropriation. Donc on a beaucoup discuté avec les différentes associations. Hier encore, j'étais avec une vingtaine de personnes qui, d'ailleurs, en parlant de transport, m'avaient dit que pour eux, ce serait insupportable que le bus passe rue Armand-Barbès, parce qu'ils disaient que s'il passait rue Armand-Barbès, ça allait couper le quartier, ils étaient prêts, des arbres allaient être coupés, enfin voilà. Donc nous, le projet de Marceau, ça va vraiment, en termes de démocratie participative, c'est vraiment l'exemple qu'on veut mettre en œuvre, une nouvelle méthode de travail, en termes environnementaux aussi, parce qu'il y a... Concrètement, on en fait quoi? Concrètement, moi, l'idée générale, c'est d'en faire un tiers-lieu, un lieu de rencontre culturelle, un lieu d'appropriation, donc avec des ressourceries, pourquoi pas, des lieux où on peut amener, pour être très précis, donc pour amener ces vélos à la réparation, un lieu d'échange où des étudiants puissent venir, rencontrer d'autres personnes, faire de l'aide aux devoirs. Enfin, il y a quelque chose à faire pour redonner de la vie à ce quartier, mais ça va bien au-delà, en fait, de la rénovation de Marceau, en fait, parce qu'il faut penser Carnot, avec un quartier qui s'est un petit peu paupérisé, surtout quand on remonte l'avenue du Général Leclerc. Donc là aussi, on a l'idée de mettre en place des permis de louer pour éviter l'habitat indigne sur toute la montée de l'avenue du Général Leclerc. Donc il y a un vrai travail à mettre en place et faire en sorte que le quartier de Carnot-Marceau devienne un second centre à Limoges, qu'il retrouve sa vocation historique, sa vocation qui était très populaire, très agréable. Moi, j'ai connu ce quartier où il y avait des petites usines de porcelaine juste à côté, des ouvriers qui allaient dans les commerces, qui vivaient. Et je crois que c'est ça qu'il faut redonner. Il faut redonner cette vie de quartier, cette envie. Et là encore, il y a beaucoup d'énergie, dynamisme, mais juste en 30 secondes, que ça soit dans le quartier de Marceau. Il nous reste 8 minutes. Que ça soit dans le quartier de Marceau, que ça soit dans les quartiers Beaubreuil, La Batide ou autres. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnalités avec du dynamisme, de l'énergie et de la jeunesse, et ils méritent qu'on trace quelque chose pour Limoges. Alors, moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Quelle est l'idée générale de ce que vous voulez faire de ce quartier Carnot et de la caserne? Je vous l'ai dit, la caserne, un tiers-lieu. Alors, je ne veux pas faire... Un tiers-lieu. Un tiers-lieu, ça me paraît important. Alors après, on peut travailler tout à fait pour faire en sorte qu'il y ait... Ah non, okay. Je vais vous dire ce qu'on peut y faire très clairement. On peut y amener la cinémathèque régionale, parce qu'il faut un lieu pour la cinémathèque, et je pense que ce serait le bon endroit. Qui c'est qui la finance? La région. Parce qu'il faut trouver des partenariats, ce que vous n'avez pas su faire jusqu'à présent. Je suis désolé, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait perdre de l'argent à Limoges avec votre refus. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais ça, vous en parlez avec une facilité. Mensonge, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Monsieur, c'est pas possible. Monsieur Lamberti, laissez juste Thierry Miguel conclure sur ce qu'il veut vraiment faire à Marceau. Monsieur Lamberti, arrêtez de parler de mensonges. Non, oui, c'est du mensonge et c'est de la calomnie. C'est du mensonge et c'est de la calomnie. Alors, Monsieur Miguel, est-ce que vous connaissez Limoges? De quoi a besoin Limoges? Vous habitez où? Mais monsieur, vous habitez où? Vous habitez où, vous, monsieur? Moi, j'habite. Je me demande si vous habitez ce. J'habite à Limoges, au Puy-Réchaud. Je me demande si vous habitez ce. Vous habitez où? Vous habitez cette époque. Alors, voyez, j'ai sorti ma taxe d'habitation de Limoges. Oui. Ah non, et je me rends compte, en fait, qu'elle a augmenté. Donc, elle a augmenté. Elle a augmenté de 10%. Monsieur Miguel nous fait ça parce qu'il habite. Non, mais il habite effectivement à Condat. Il n'ose pas dire qu'il habite à Condat. Qu'il ait des biens sur Limoges, c'est tout à fait normal et je ne lui en veux pas. Et qui se servent de ces biens pour se faire élire. Mais Monsieur Miguel, qui habite à Limoges et qui habite à Condat et qui vient se présenter à Limoges, veut nous donner des leçons sur ce que doit être Limoges. Je vous ai déjà dit, Monsieur Lamberti, que ceux qui donnent des leçons, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de les vendre, ni dans le public, ni dans le privé, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je veux juste répondre à cette accusation. On finira sur Beaublanc. Je pense que pour être maire de Limoges, en fait, il faut respecter les électeurs. Et quand on respecte les électeurs, en fait, c'est très important. On va rétablir l'endroit où on vit. Écoutez, on va rétablir le lien de confiance qui existe entre les électeurs et les élus. Donc,
On ne promet pas, monsieur Lamberti, on ne promet pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection municipale, justement, on va parler de Beaublanc, ça tombe bien, l'enchaînement va il nous être reste 5 très minutes, donc on va aller très rapidement. On ne promet pas de construire un nouveau stade de basket. On ne promet pas de ne faire qu'un seul mandat. On ne promet pas de baisser les impôts locaux de 10% alors qu'on va les augmenter. On ne promet pas, encore je vous le dis, de ne pas être sénateur. On ne promet pas de... Parce que, est-ce que vous allez être sénateur? Est-ce que vous voulez être sénateur? Est-ce que M. Guérin, en fait, parce que M. Guérin a déjà préempté l'agglo... Mais il ne fait rien, il n'a rien à faire ici. Il téléphone à tout le monde. M. Guérin téléphone à tout le monde pour préempter l'agglo. Et donc, qu'est-ce que vous voulez me dire? Attendez, M. Guérin... Mais M. Guérin, c'est votre premier adjoint. Émile Roger-Lamberti, il est avec vous, en plus. Je profite de l'occasion de Thierry Miguel vous pose la question. Est-ce que c'est le maire de Limoges qui doit présider l'agglomération, ou est-ce qu'éventuellement, si la droite l'emporte, est-ce que Guillaume Guérin pourrait présider la communauté urbaine de Limoges? Très rapidement. Répondez-moi, est-ce que le maire de Limoges doit-il être le président de l'agglo? Très rapidement. Celui qui doit présider l'agglomération doit être un rassembleur et ne doit pas être, comme nous l'avons vécu, quelqu'un qui est le chantre d'un camp contre l'autre, d'un camp politique contre l'autre. Vous parlez de vous? Ça sera très clair. La description, la destruction systématique de la ville-centre telle que nous l'avons vécue est délétère pour la ville-centre et pour la périphérie. Nous avons commencé à apaiser les relations en travaillant de concert avec les autres communes et il doit y avoir une élection qui fasse qu'il y ait un président au service du travail collectif. Donc, attendez. Le mensonge qui cherche à cacher le fait qu'il habite Condat pour venir se présenter à Limoges est quand même significatif d'un comportement d'incapacité à assumer ce qu'il est. En ce qui concerne je peux pas vous laisser. Non, mais attendez, vous. Non, mais là, c'est quand même. Non, mais c'est quand même très personnel comme attaque. En ce qui concerne les impôts. Il s'y connaît en incompétence, je crois, M. Lamberti. En ce qui concerne les impôts de la ville de Limoges. Les impôts de la ville de Limoges est la seule des communes de l'agglomération à ne pas avoir augmenté ses impôts tous les ans et à ne l'avoir fait qu'une fois. Elle l'a fait pour payer le surcharge et le surcoût du stade de Beaublanc. De 2014 à 2017, mais vous avez été remboursé, chaque euro investi, chaque euro que payaient les contribuables, il y en avait un demi qui partait pour le stade. Après le fait d'avoir été payé, nous avons fait un procès pour récupérer de l'argent. Aujourd'hui, on en a souvent parlé sur notre antenne. Aujourd'hui, cet argent est reparti pour rembourser les entreprises de seconde œuvre qui ont été pénalisées par la durée du chantier. Dernier point. Il nous reste moins de 3 minutes. Il va falloir qu'on conclure. Dernier point. Frédéric Fortet, le président emblématique du CSP de ces 10 dernières années, est venu me trouver immédiatement après mon élection et il m'a dit... Contrairement à ce que veulent les gens et contrairement à ce que j'avais dit à une époque, il ne faut pas construire une salle de 10 000 places parce qu'elle va ruiner le club. Aujourd'hui, nous travaillons avec la fédération de hand et la fédération de basket pour trouver, et nous avons trouvé, une organisation cohérente sur Beaublanc. Le Palais des Sports de Beaublanc, voilà. qui aura 40 ans l'an prochain. Ça commence à faire, à faire beaucoup. Thierry Miguel sur Beaublanc, est-ce qu'il faudrait une grande salle, une vraie grande salle de sport récente à Limoges? Moi, je ne veux pas. Il nous reste 2 minutes. Je vais être très rapide. Je ne veux pas être le candidat des promesses non tenues. Je ne vais pas demander à chaque élection. Je ne vais pas dire que je vais construire une salle de basket. Je veux être l'homme qui tient ses engagements. Nous voulons tenir nos engagements. Et pour tenir ces engagements, je crois qu'il faut vraiment changer la méthode. Et M. Lamberti nous l'a bien montré là. Je crois qu'il faut vraiment changer la méthode. Il faut avoir une écoute importante de ses citoyens et il faut avoir de la bienveillance. Et ça, pour avoir cette méthode, pour mettre en place cette méthode, je crois qu'il faut être porté par un principe, un moyen et un but. Donc le principe, M. Lamberti, le principe, c'est Limoges, sa mémoire ouvrière, ses arts du feu, cette flamboyance. Le moyen, M. Lamberti, le moyen, c'est l'énergie que doit avoir un maire, c'est l'énergie que doit avoir son équipe pour porter cette ambition-là. Et je vais vous dire, Monsieur Lamberti, le but, c'est de faire en sorte que toutes les énergies, et elles sont nombreuses à Limoges, dans le secteur associatif que vous avez délaissé, dans le secteur économique, on pourra en reparler, que vous avez aussi délaissé. Et je pense qu'être maire, c'est cela. C'est avoir cette capacité à écouter, à concerter et à agir. Je vous remercie d'avoir donné exactement l'image de ce que j'ai fait pendant 6 ans. Et je vous rappelle
avec un clin d'œil à une amie qui m'est chère, que aimer est l'anagramme de mère et que mère est l'anagramme d'aimer et que que nos concitoyens m'ont bien fait remarquer en me demandant de repartir que nous partagions cet amour en commun. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Les électeurs trancheront ce dimanche 28 juin, où je vous donne rendez-vous pour une grande soirée électorale avec Anaïk de Mars et toute la rédaction de France 3 Limousin pour toutes les analyses, les réactions et les résultats, bien sûr, de ce second tour des municipales. Excellente soirée. Dans un instant, le journal régional avec Emmanuel Bro.